je te dirais, Christian, et je suis sûr que ça doit être quelque part enregistré, que j'avais prédit le taux de croissance de l'économie haïtienne à 3%. J'étais peut-être le seul à le dire. Mais les prévisions officielles, c'était 4,5%. 4,5, les prévisions... Modification à 3,6 en milieu d'année. Et voilà, nous sommes à 2,8. On est à 2,8. C'est pas mal comme prévision. Écoutez, pour quelle raison? Et même quand on regarde les 2,8, d'où viennent les 2,8? Les 2,8 viennent de deux secteurs. Les travaux publics et le commerce. Ouais. On regarde la croissance de l'économie, c'est l'exacerbation. C'est les tendances qui sont là depuis des années, avant le séisme, qui sont en train de se concentrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 75% de la variation du PIB réel de l'année 2013 à l'année 2014, donc pendant l'année 2014, a été dû, 75% a été dû à deux secteurs du PIB. Les travaux publics, pour à peu près 28%, et la différence, le commerce. Aujourd'hui, quand on compare les flux, parce que l'économie haïtienne, c'est deux économies. Il y a une économie fermée, rurale, qui est en train de dépérir. Économie, agriculture, subsistance, ça ne va jamais... On peut avoir une année brillante comme l'année dernière. Bon, mais si on regarde 5 ans en arrière, l'agriculture n'a pas fait un pas. C'est-à-dire que c'est zéro. Hein? La somme des croissances et des décroissances entraîne une agriculture. Donc, ça entraîne la migration. Cette migration doit être absorbée par d'autres secteurs. Et d'ailleurs, même la modernisation de l'agriculture va entraîner une mécanisation et va entraîner une diminution du besoin humain. Donc, va entraîner également la migration. Cette migration doit être absorbée par l'industrie. Mais ça fait 2 ans que le secteur manufacturier haïtien a une croissance de 2,2% par année. Si là, une croissance de 2,2% par année, c'est à peu près zéro, parce que la population croît à 2,2% par année. Donc aujourd'hui, notre économie croît à partir de l'économie urbaine. Une économie urbaine qui n'est pas soutenue par une industrie, qui est soutenue par les capitaux de transfert. Alors, c'est quoi les transferts? On regarde Haïti 5 ans en arrière. On regarde 2009-2014. En 2009, Haïti recevait 2,8 milliards de dollars américains de devises venant de l'extérieur. Aujourd'hui, on reçoit à peu près 5 milliards. Quand on corrige des fuites de capitaux, le produit net... Quelles sont les composantes? Eh bien, justement, les composantes sont de l'ordre de 3. Il y a 3 sources de devises. Il y a 3 sources de devises en Haïti. Il y a les exportations, c'est à peu près 1 milliard. Exportation de biens. On ajoute les services, ça fait 1,5 milliard. Bon, on dirait un bon tiers, pas vrai? Il y a 2 milliards bruts de transferts. On retire les 250 qui retournent dans l'autre direction, les transferts vers l'extérieur. Et bon, ça fait 1,8, à peu près 1,7, 1,8 milliards. Mais je dirais que dans le panier, à peu près 2 milliards viennent de la diaspora. Et la diaspora est autre transfert, hein, parce qu'il y a des transferts qui ne sont pas de la diaspora. Bon, ça, on peut en parler. Maintenant, la troisième source, c'est l'aide externe. Mais justement... Qui tend à diminuer. Le problème qui se passe en Haïti, il y a un bon côté et un mauvais côté. Nous avons eu 2 événements majeurs dans l'histoire d'Haïti. Enfin, l'histoire récente. Les 4 cyclones qui sont passés en 2008, septembre 2008, en une semaine, 4 cyclones, qui ont inondé 10 villes du pays et qui ont produit une catastrophe de grande proportion. Et il y a eu l'entrée de Bill Clinton comme envoyé spécial, il y a eu le Petro-Caribe qui a commencé à être dépensé, parce qu'on recevait de l'argent depuis 2008, mais on n'avait pas encore dépensé. Et puis donc, il y a eu on a commencé à injecter de l'argent extérieur en grande masse. Donc le volume de devises est passé de 2 milliards à 2,8 milliards. Mais maintenant, il y a eu le séisme. Donc on peut parler par exemple du rapport de la Banque mondiale tout à l'heure sur ça. L'importance. Mais le séisme a apporté un bond du volume de devises reçues par Haïti de 2,8 milliards en 2009 à 5 milliards. Maintenant, ce bond a duré 1 an. Mais il a continué à être un peu moins que 5 milliards qu'on recevait, mais à partir d'une transformation de 2 sources de transfert. L'aide externe qui diminue pour retrouver le niveau qu'elle a eu avant le séisme. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple très simple. Les dons extérieurs. Les dons à Haïti représentaient
Parce que depuis 2002, à peu près, la Banque mondiale a décidé qu'Haïti ne mérite pas des prêts. Et pour des raisons qu'on peut élaborer. Donc, on nous donne des dons. On nous donne l'argent. Bon, il y a les prêts, mais aujourd'hui, les prêts à Haïti, c'est essentiellement le Petro-Caribé, qui est une autre forme de don. Mais les dons sont passés de 400 millions à 1 milliard 750 millions en 2010. Et ils descendent. Ils sont aujourd'hui à 500 millions. Donc vous avez 1 milliard 200 millions de moins de dons en Haïti en 2014 que nous avions en 2010. Qu'est-ce qui a créé la différence? La différence a été essentiellement créée par l'aide externe, par les remittances, les transferts de devises. Qui sont aujourd'hui 40% des devises que reçoit Haïti, plus que 40%. 40% du brut sont aujourd'hui des transferts de 2 milliards. 2 milliards par rapport à 5 milliards. Pour prendre une perspective, si on remonte à 2009, on recevait 2,8 milliards, il y avait 1,2 milliard de transferts là-dedans. 1,3. Donc aujourd'hui, nous sommes passés d'un tiers à peu près, un peu plus qu'un tiers, à 40%. Donc l'importance des transferts de la diaspora est internationale. Donc c'est une économie qui devient de plus en plus une économie qui vit d'une épargne générée à l'extérieur et qui ne produit pas. Donc forcément, le PIB haïtien, c'est quoi? Dans la ville qui croît, c'est les retombées de ces transferts de la diaspora. Nous allons prendre une pause, mais ce sujet est d'importance parce que vous analysez de manière structurelle l'économie haïtienne. Ce n'est pas quelque chose conjoncturel, c'est quelque chose que vous avez observé pendant des années. Donc dans la troisième partie, on va voir est-ce que la situation de pauvreté qui s'enlise, est-ce que ce n'est pas vraiment un changement nécessaire de cette économie. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. Mais nouveau billet dit Good Banque Centrale pral mette dehors, li pas remplacer ancien. Tous les deux qui servi pour toute transaction. Même Jean ak billet dit Good wap servi ya, nouveau billet a gen portrait lieutenant Sanit Belair ak Fok Cap Rouge. On nous garder ensemble. Ou ka lil dans langue français ou créole. Si vous passez mon tout, wap sentil en bas doué tout. Fais un coup de jet sous côté droit de billet. Zone ça transparent, ça veut dire les ou gade la donne ou kawe sous l'autre bord. Nouveau billet ça fait avec un papier supérieur qui relève polymère. Li pi fin mais li pi résistant qui donc l'a duré pi longtemps. Banque centrale a travail pour ba nous moyens pi moderne pour mener activité commerce nous. La douane voye fait tout le monde connaît que c'est dans bureau douane que moun ak marchandise gen doit passer ni sous frontière ni l'autre côté. Côté ça yo bien identifié. Genyen douanier ak agent sécurité la douane qui là pour bay service. Tout moun ka essayer passer marchandise en bachal dans l'autre côté sous frontière, c'est contrebande y a fait. La douane vle di tout moun l'a saisi marchandise ak tout camion ka passer sous côté. Et moun qui concerné la fait arrêter yo pour y aller devant juge qui là pour ça. La douane a profité rappeler tout monde. Bodro la douane, c'est dans banque pour y aller payer ça. Ou bien dans espace la douane mettez spécialement pour ça. Et là où fin payer Bodro, exiger récit qui dit ou payer parce que année ça, tout pouvoir l'État a continué correr la douane pour faire coucou rouge derrière contrebande à corruption. Pikouma on zanana kou pengwe veille zonou. La douane a appliqué la loi contre tout le monde. Li campé ba côté, la défense pérem, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, l'op c'est client Soje Bank, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank, toujours bas côté mes amis, Soje Bank, toujours bas côté, Soje Bank.
Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole. Chaque dimanche 3h sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous sommes encore à l'heure des grands rendez-vous. On se rappelle, le 1er janvier, on avait reçu la ministre de l'économie et des finances. Le 2 janvier, à l'émission L'Estrie de la Tour, c'était le gouverneur de la Banque centrale, ensuite le représentant du Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, un point de vue du secteur privé haïtien avec Pierre-Marie Boisson. Ça fait quand même 3e ou 4e émission. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, non, à savoir, dans les grands rendez-vous. Dans les grands rendez-vous, je n'ai pas compté. Vous avez suivi quand même les traces de l'Estrie de la Tour. C'est dommage que j'ai à suivre cette trace parce que j'aurais aimé qu'il soit là. Tout à fait. Maintenant, revenons à l'économie haïtienne parce que trop souvent, on se concentre sur la conjoncture. Mais vous avez, semble-t-il, observé une structuration de l'économie haïtienne basée sur l'extérieur. Est-ce que c'est soutenable? Est-ce qu'on pourrait continuer à vivre ainsi avec ce que vous notez, comment on génère des fonds, comment le PIB est réalisé, ces deux économies, une économie fermée, l'économie rurale, et cette économie ouverte, et qui n'arrive pas à soutenir l'économie rurale. Comment on va changer ce modèle? Nous sommes en année électorale. Est-ce que les politiciens ne devraient pas prendre conscience de ces informations que vous donnez là? Un parti politique, en particulier. Oui et non. Écoutez, c'est évident qu'un économiste aurait envie qu'il puisse avoir une influence et que ça puisse être écouté, que ce qu'il dit puisse être écouté, puisque bon, je regarde des chiffres. Quand on va parler du rapport de la Banque mondiale, je te dirai en avance qu'une des choses qui distingue un rapport de la Banque mondiale d'un rapport d'une analyse que je fais, c'est que moi, la Banque mondiale appelle un consultant et puis ils prennent des chiffres, ils se s'asseyent à Washington, ils font des visites courtes en Haïti, puis ils écrivent un rapport à partir de ce que la Banque mondiale a écrit. Moi, je vis au quotidien. Ils m'envoient de l'argent, ils envoient de l'argent à Haïti. Moi, je suis sur le terrain. Chaque année, je dois faire un rapport économique. Chaque année, je dois faire une interview avec Christian Farel. Chaque année, je vis où va l'argent de la Banque mondiale. Donc, je sais comment ça se passe. Là, j'ai fait, comme tu sais, Christian, à 3 reprises maintenant, une présentation sur 40 ans de mutation de l'économie haïtienne. Récemment, pour l'université. Ensuite, qui a été répétée pour les chambres de commerce, 2 chambres de commerce. L'économie haïtienne, pour des raisons historiques, pour des raisons aussi liées à l'économie mondiale, a une lame de fond. Une lame de fond qui est un succès, qui s'appelle la migration. Aujourd'hui, si on devait calculer les Haïtiens qui ont été générés, qui sont nés dans les 40 dernières années, où ça qu'ils ont contribué, où ça qu'ils ont produit, je dirais que les Haïtiens qui vivent aux États-Unis doivent produire à peu près 30 milliards de dollars. C'est le quart de la population. Enfin, le 5e. C'est 2 millions par rapport à 10 millions qui vivent en Haïti. Les 10 millions qui vivent en Haïti produisent 8 milliards. Donc, 10 millions produisent 8 milliards. 2 millions produisent 30 milliards. Donc, il y a une estimation de la production des Haïtiens dans la... C'est une estimation personnelle. Ok, 30 milliards versus 8 milliards. À partir d'indicateurs grossiers. Yep. D'accord? Mais je suis dans les transferts, comme tu sais. Mais on parle quand même d'une économie de 12 000 milliards. Ouais. Je parle de l'économie américaine. C'est une petite goutte. Ouais. Mais ce que je veux te dire, c'est que, prends le cas d'une famille haïtienne, grosso modo, je dirais qu'il gagne un peu moins de 200 dollars par famille, en moyenne, d'après les statistiques. Cette famille-là, elle a 180 dollars de revenus, et il y a qui ont beaucoup moins. Dans la zone rurale, c'est beaucoup moins. Elle laisse partir un de ses membres. Ce membre arrive aux États-Unis dans 2 ans, 3 ans après. Il est en train de gagner 1500 dollars, 1250 dollars par mois. Donc c'est quelqu'un qui avait une famille qui gagnait 200 dollars, qui a traversé l'océan, s'il n'est pas mort, qui va gagner 10 fois plus. Bon, pas 10 fois plus, 8 fois plus. Donc aujourd'hui, le succès des familles est de faire émigrer l'un de leurs membres et automatiquement, et Paul Collier a écrit un livre magnifique dessus, récemment, qui est sur la migration, automatiquement que la diaspora grossit, il devient de plus en plus difficile d'empêcher aux membres de la famille qui sont restés, qui sont encore vivants, qui sont restés dans le pays d'origine, de ne pas émigrer eux-mêmes. Parce que la famille, les réseaux sociaux vont attirer ces gens-là. Donc ça devient un magnet. Et ces gens, chaque fois qu'ils vont aux États-Unis, la plupart d'entre eux,
quel que soit l'emploi qu'ils ont, ils vont travailler. Et il y en a qui deviennent politiciens, il y en a qui deviennent millionnaires. Aujourd'hui, la migration haïtienne a été la réponse de la société haïtienne à notre impossibilité de gouverner la terre d'Haïti, pour des raisons historiques. Donc, quand on regarde Haïti aujourd'hui, d'où vient la consommation? D'où vient l'achat de lait, de pain, etc. Bon, écoutez, c'est très simple. Je vous ai dit qu'il y a 3 sources de devises, parce que l'économie urbaine, qui est aujourd'hui l'essentiel de la croissance, l'économie urbaine est une économie de services, qui vit des transferts, qui génèrent des activités commerciales, des activités de services, et qui emploie 80% des gens qui travaillent. Moi, je suis dans la microfinance, j'ai 39 000 clients. Bon, il est vrai que j'ai 10 000 dans l'agriculture. Mais je peux vous dire que c'est là que se trouve l'activité. Mais cette activité-là, elle est financée par les transferts. Or, 100 $ américains transférés par une famille, c'est 100 $ qui va à sa famille, intégralement. Parce que si vous prenez l'équivalent de ces 100 $ qui seraient donnés en aide externe, il y a peut-être 20 $ qui vont aller à la famille. Le reste va aller en consultant, en achat de pétrole, en achat... On parle de BTP, mais les routes, c'est de l'asphalte. Ce n'est pas beaucoup d'emplois. La construction de maisons qui se fait dans les bidonvilles, etc., oui, ça emploie de la main-d'œuvre. Mais les autres secteurs, bon, ce que glorifie la Banque mondiale comme ayant été... bon, écoutez, c'est beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui ne va pas bénéficier aux familles. Donc, aujourd'hui, l'effet des transferts sur Haïti est magnifié par l'importance des revenus qui vont alimenter la consommation. Donc, c'est une économie qui vit de plus en plus de transferts. Maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Bon, nous sommes pauvres, c'est pas bon. Donc, c'est pas bon. C'est pas un bon modèle. Parce que si c'était un bon modèle, on s'enrichirait. Une croissance beaucoup plus forte et des gestes. Mais attention, nous n'avons pas créé l'alternative. Et politiquement, quand nos dirigeants briguent des postes, eux, ce qu'ils voient comme opportunité pour pouvoir faire leur travail, c'est l'aide externe. Les priorités des gouvernants sont de voyager, de faire des conférences de donneurs, d'avoir de bonnes relations avec le Fonds monétaire, parce que c'est là que leur pouvoir d'achat se trouve. Donc, ils vivent de 2 sources. Ils vivent à 2 tiers de ces dirigeants étrangers, et à 1 tiers, ils vivent des importations, parce que les taxes, 75% des taxes, c'est sur quoi? C'est sur l'importation. Or, qu'est-ce qui génère l'importation en Haïti? Ce sont encore les transferts. Qui arrive, il faut consommer. Donc, 75% des revenus de l'État haïtien viennent de la diaspora indirectement à travers l'impact que ceci a sur la balance des paiements. Est-ce que vous pensez que le prochain gouvernement, le prochain président de la République, puisqu'on va avoir des élections, ne devrait pas se rendre son premier voyage, aller à Washington, rencontrer le président de la Banque mondiale, la BID, comme ça se fait? Il ne peut pas faire autrement. Non, mais c'est le modèle, à savoir d'aller garantir l'assistance externe. Avant l'indépendance, elle vivait d'esclavage. Le drame de l'économie haïtienne, c'est que les esclaves maintenant se sont enfuis parce que, bon, on les a libérés. Ils peuvent pas. L'esclavage est inhumain. Mais brusquement, l'économie de plantation s'est effondrée. C'est pourquoi Haïti était un mauvais modèle à ne pas suivre. C'est qu'on a isolé Haïti. Haïti a été un pays unique dans l'histoire du monde. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, vous êtes dirigeant d'Haïti. Mais vous allez visiter, vous allez prendre connaissance des dossiers. On parle du Premier ministre. Prendre connaissance des dossiers. Qu'est-ce qu'il va voir dans les dossiers? Alors qu'aujourd'hui, l'État haïtien vit de transfert, vit des revenus directs et indirects provenant de l'aide externe, l'aide externe donnée par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine, le Venezuela, et l'aide externe donnée directement aux familles par la diaspora, qui elle-même est une forme d'aide, de solidarité, dont une partie des effets se retrouve dans l'assiette fiscale. Mais ce n'est pas parce que le premier jour, vous êtes obligé de tenir compte de l'existant, que vous devez prôner l'existant. Maintenant, allons plus loin. On peut prôner l'existant. Il y a des économies qui sont des économies du commerce. Les pays d'Arabie, Dubaï. Bon, si on veut faire d'Haïti une économie de commerce et de tourisme, on a des modèles dangereux, risqués. La Caraïbe.
Les économies de la Caraïbe sont trop petites pour être productrices, pour être des nations industrielles. La plupart d'entre eux vivent de tourisme. Mais à ce moment, il faut changer les politiques publiques. Il faut avoir des politiques publiques axées sur l'environnement, axées sur l'accueil, axées sur la police. Mais nous avons une économie où la police est très faible, où vous faites la faiblesse de l'État, où l'environnement est très mal géré. Donc on ne peut pas développer une économie de commerce et de tourisme avec ça. Donc on pourrait avoir un modèle reconnaissant que nous ne sommes pas des producteurs. Mais aujourd'hui, 10 millions d'habitants, bon, tu devrais avoir autre chose que le tourisme. Ce tourisme ne crée pas beaucoup d'emplois directement dans le tourisme. Il crée des emplois dans les demandes de produits et services d'agriculture, la nourriture. C'est là que se crée l'emploi. Donc tu ne peux pas avoir, dans une nation de 10 millions d'habitants, le modèle économique que tu as dans une nation de 300 000 habitants ou de 150 000 habitants. Tu es obligé d'avoir, si tu veux employer la population et tu veux lui donner la prospérité, il faut développer la production. Aujourd'hui, Haïti, depuis 30 ans, n'a absolument, ils n'ont pas commencé un faisceau de politique publique vers la production. Et quand on parle de croissance, on me dit que la croissance haïtienne, c'est une des croissances les plus importantes de l'Amérique. Mais c'est une croissance basée à 75%, en tout cas entre 60 et 75%, basée sur une économie que je viens de te décrire. Mais la production manufacturière, qui aurait dû être la source d'emploi, elle est à la traîne, et la production agricole, elle est à la traîne. Donc on n'a pas une économie qui produit. Et on a 10 millions d'habitants employés. Pierre-Marie Boisson, 2015, 5 millions. année électorale, les partis politiques vont se battre. Voilà un diagnostic, voilà un bilan qu'on vient de faire structurellement de l'économie haïtienne. Qu'est-ce qu'un candidat devrait promettre à cette population dans l'ordre des choses possibles, hein? Ce n'est pas des promesses fallacieuses, à savoir dire on va donner ici. Dans cette réalité, quels sont les choix, particulièrement sur le plan économique? Tu me demandes de faire un raisonnement de ce que je ne suis pas. Peut-être de chercher un contrat pour vous, pour, je ne suis pas un homme pour les politique. prochains candidats. Je ne suis pas un homme politique et je peux dire que c'est un métier que je respecte parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que promettre, quand tu gères Haïti, c'est très souvent se tromper ou tromper les gens à qui on promet. Parce que pour avoir une économie qui se développe, il va falloir tolérer certaines choses qui sont intolérables. Il va falloir tolérer l'inégalité. On ne va pas combattre l'inégalité si on ne crée pas d'emplois. Pour créer des emplois dans un pays risqué comme Haïti, dans un pays où personne ne se presse aux portes, il va falloir développer le tapis rouge pour les investisseurs domestiques et étrangers. Je dis bien domestiques et étrangers. L'investissement étranger Domestique ne vient avant? pas. L'investissement étranger ne vient pas quand dans les couloirs, il parle aux investisseurs haïtiens qui ne sont pas optimistes. Je peux dire que j'ai été quand même fait partie d'un investissement étranger très important qui est e-Power, où nous avons eu besoin de partenaires étrangers, mais il a fallu avoir des Haïtiens un peu fous pour permettre à ces étrangers d'investir. C'est quand même 60 millions de dollars américains. Mais et quand on regarde l'histoire d'e-Power, même l'État, pour qui c'est un succès, ne nous a pas beaucoup aidé à certains moments. Parce que, enfin, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais écoutez, il va falloir tolérer des investissements importants dans l'industrie, dans l'infrastructure, si on veut développer un modèle industriel. Par exemple, on ne peut pas développer une production agro-industrielle ou industrielle si on n'adresse pas le problème de l'énergie en Haïti. Ce problème n'a pas été adressé. Et c'est peut-être la demande la plus forte de la population aujourd'hui à travers le pays. Bon, et écoutez, qui provoque mais maintenant... la demande de la population est une demande pour avoir le bénéfice de l'électricité. Mais le premier bénéfice que la population doit avoir, c'est des revenus. Or, pour avoir des revenus, il faut créer des opportunités, il faut créer des emplois. Et pour créer des emplois, il va falloir faire des zones économiques spéciales, comme l'ont fait d'autres pays avant nous. Il va falloir créer des pôles d'attraction d'investissement dans le pays, où Haïti deviendrait brusquement un autre pays du sud-est asiatique. Et ça demande des politiques publiques audacieuses en énergie, une politique monétaire beaucoup plus réaliste que celle que nous avons suivie
sous les dictats du Fonds monétaire depuis 30 ans. Écoutez, nous suivons une politique monétaire dans laquelle la seule chose qui est stable, c'est le taux de change. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas développer Haïti. Si on veut développer la production, on ne peut pas se permettre d'avoir un taux de change surévalué. On ne peut pas se permettre d'avoir un taux de collection de la production énergétique de l'EDH et de ses usines privées qui est inférieur à 20% de ce qu'ils produisent. Donc l'électricité devient trop chère, elle est trop chère pour le pays, elle est trop chère pour les producteurs industriels. Prenons le cas de la mangue. Quand vous exportez une mangue fraîche, dans le prix de revient, il y a 8% qui est de l'énergie. Si vous voulez transformer cette mangue fraîche en une mangue, des produits dérivés, comme par exemple les jus de fruits, les fruits, les tranches, les frozen également, les frozen, etc. Aujourd'hui, au prix de l'énergie actuelle, le taux, le quotient du coût énergétique dans le prix final est de 33%. Donc, quand un pays concurrent a un prix d'énergie qui est la moitié du vôtre, ou qui est 2/3 du vôtre, mais vous ne pouvez pas faire la compétition internationale. Parce que votre prix de revient n'est pas rémunéré par les prix mondiaux venant de la compétition. Donc, il y a une urgence à adresser le problème énergétique si on veut changer la composition du PIB haïtien. Il y a une urgence à adresser le problème monétaire, donc voilà. Global. Nous allons terminer. Et vous avez dressé quand même un tableau assez sombre, alors que vous disiez que 2015 devait être un tournant. Sur le plan politique, il faut résoudre ces problèmes. Une petite économie. Physiquement, comme vous l'avez dit, le territoire est petit. Une population peut-être trop grande. Comment résoudre ce problème crucial? En quelques mots, pour voir les grands défis de 2016, le prochain gouvernement, le prochain président. En général, les pays qui font un turnover le font à la suite d'une crise. J'ai pensé que la crise du séisme en aurait été une. On l'a raté encore. On l'a raté. Il ne faut pas rater les crises. On a une crise politique actuellement. On aurait dû remettre en question certaines règles du jeu. La Constitution aurait dû être mise en question. Bon, on l'a pas raté, parce que je pense que la crise va se résoudre. Je pense qu'il y a eu de bonnes nouvelles. Je pense qu'il y aura de bonnes nouvelles. Je pense que la crise va se résoudre. Mais c'est dans ce sens que je dis que l'année va être une année de renouveau, parce que je pense qu'on va sortir de cette crise-là. Mais pour moi, ce que j'attends que le système démocratique, qui quand même nous donne un président chaque 5 ans, ça c'est une bonne nouvelle. Les présidents maintenant commencent à faire leur mandat. Si les présidents terminent leur mandat et qu'il y a moins d'élections, et qu'il y a moins de domination de l'économie par le politique, il va falloir commencer à penser aux bonnes politiques publiques. Et si on pense aux bonnes politiques publiques, le problème d'Haïti n'est pas si compliqué que ça. Parce que nous sommes à 800 000 marins, à 1200 km, de l'économie la plus performante au monde, qui représente le quart de l'économie mondiale, qui est celle aujourd'hui qui croît le mieux au monde. Donc, nous avons un marché très important pour nos fruits, pour nos vêtements, pour notre tourisme. Il faut revoir le paquet de politiques publiques pour stimuler la production. Et la production de biens et de services, notamment les services touristiques, Haïti a des atouts. Nous pouvons tourner le coin, mais il faut cesser de regarder Haïti comme une terre de mendicité et de continuer à vivre de dons. L'assistanat doit être banni. Il faut qu'on se rende compte que Petro-Caribé, ça va disparaître. Ça va être réduit d'abord. Il faut qu'on commence à parler aux investisseurs. Il faut qu'aujourd'hui Haïti devienne une terre d'opportunités réelles. Ce n'est pas seulement d'être ouvert aux affaires, mais d'être attrayant pour les affaires. Parce que moi, le souhait que je fais à l'économie haïtienne et à la société haïtienne, pour l'année 2015, c'est celle qui vient après. Merci Pierre-Marie Boisson, un grand plaisir. On espère se retrouver peut-être, on ne sait jamais, en 2016, pour voir si ce qu'on avait prévu pour 2015 et comment a été l'année 2015. Mais une petite prévision, c'est quoi la croissance pour 2015 que vous voyez dans votre boule de cristal? Je pense qu'on sera encore autour de 3%. 3% encore. Insuffisant.
Mais je ne peux pas le prédire avec précision parce que c'est une année électorale. Il y a de grandes possibilités d'avoir des dérives qui pourraient faire varier d'autres variables qui pourraient avoir une influence sur la croissance, dont le taux de change. Taux d'inflation? Bon, le taux d'inflation, moi, je le situe. Si on continue les politiques actuelles, entre 6 et 8%. Mais je pense qu'il va falloir, si vraiment on doit imprimer un rythme nouveau à l'économie, probablement qu'on aura une inflation un petit peu plus élevée. Taux de change? Bon, le taux de change aujourd'hui, moi, je l'ai prédit à 48 en fin d'année, mais encore une fois, basé sur l'existant. Et on ne sait pas ce qui peut se passer. Merci bien, Mike Boisson. Merci.